Je m'appelle Camille. J'ai 33 ans. Et le soir de Noël, j'ai appris qu'une famille pouvait vous sourire tout en cachant un poignard dans son dos. J'étais assise à la table de la salle à manger, un gobelet en carton rempli de vin chaud à la main, essayant d'ignorer la façon dont tout le monde n'arrêtait pas de me lancer des regards, comme s'il attendait le début d'un spectacle. Puis mon frère s'est levé, a tapoté son verre avec une fourchette, et m'a fait ce même petit sourire suffisant qu'il arborait toujours lorsqu'il pensait avoir déjà gagné. Il a dit qu'il en avait discuté, tous ensemble, et qu'il avait décidé que je n'avais plus ma place dans cette famille. Il a dit que j'étais égoïste, froide, trop orgueilleuse, trop obsédée par ma réussite pour me soucier de qui que ce soit d'autre que moi-même. Il a dit que j'avais passé des années à me comporter comme si j'étais supérieure à eux. Ensuite, il a regardé autour de la table et a demandé si tout le monde était d'accord. Un par un, ils ont hoché la tête. Quelques-uns ont applaudi. Quelqu'un a même ri. Mes propres parents ne m'ont pas défendu. Ils sont juste restés assis là, laissant les choses se produire. Comme si mon humiliation n'était qu'une autre tradition de Noël. J'ai regardé chaque visage autour de cette table et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. J'ai simplement souri et dit « Bien. Ça va rendre les choses plus faciles. » Ensuite, j'ai glissé la main dans mon sac, j'en ai sorti un épais dossier Bordeaux, et je l'ai posé juste entre la bûche de Noël et les verres de vin à moitié vides. La pièce est devenue silencieuse si vite que cela semblait presque répété. Mon frère a demandé ce que c'était. Je l'ai fait glisser vers lui et j'ai dit « Ouvre-le ». Il a ri comme si je bluffais, mais quand il a tourné la première page, son visage a changé. Pas lentement, instantanément. Il est devenu livide. Ses mains se sont mises à trembler et, une seconde plus tard, il a poussé un cri si fort que quelqu'un a fait tomber une assiette dans la cuisine. Le cri de mon frère ne ressemblait pas à de la colère au début. Cela ressemblait à de la panique. Le genre de panique qui s'empare des gens lorsque le sol se dérobe sous leurs pieds et qu'ils réalisent qu'il n'y a aucune façon élégante de tomber. Sa chaise a reculé si violemment qu'elle a heurté le mur derrière lui. Sa femme a tendu la main vers son bras pour lui demander ce qui n'allait pas, mais il a refermé le dossier d'un coup sec avant qu'elle ne puisse voir la page. C'est à ce moment-là que j'ai su que la première page avait fait exactement ce qu'elle était censée faire. Ce n'était pas une photo. Ce n'était pas une insulte cruelle. C'était une copie imprimée bien nette d'une demande de près de 58 000 € soumise 3 semaines plus tôt à une banque de Lyon, avec mon nom indiqué comme co-emprunteur et garante financière. Mon nom légal complet, ma date de naissance, et une ancienne adresse que je n'utilisais plus depuis des années. Et juste en dessous, une signature qui était censée être la mienne, sauf que je ne l'avais jamais signée. Je ne l'avais même jamais vue jusqu'à ce que le service des fraudes de la banque m'envoie un email d'avertissement après que le dossier ait été signalé. Maxime, mon frère aîné, m'a regardé comme si j'avais sorti une arme à feu au dîner de Noël. Mais ce n'était pas le cas. J'avais sorti du papier. C'était ça qui le terrifiait. Le papier ne se laisse pas intimider par des cris. Le papier se moquait bien de son charme. Le papier se fichait éperdument du fait qu'il ait passé toute sa vie à faire croire à tout le monde qu'il était le fils modèle qui a réussi, le père de famille idéal, celui qui savait toujours ce qui était le mieux. Il a attrapé le dossier à deux mains et a sifflé « Camille, c'est quoi ce bordel ?» J'ai répondu « C'est une copie de la demande de prêt sur laquelle tu as essayé d'apposer mon nom après que je t'aille dit non. » Sa femme, Marion, a cligné des yeux. « Quel prêt ?» Maxime s'est tourné vers elle beaucoup trop vite. « Pas maintenant, Marion. » Mais Marion tendait déjà la main à travers la table. « Laisse-moi voir. » Il a serré le dossier contre son torse comme un enfant cachant des bonbons volés. J'ai dit, tu devrais la laisser lire. Après tout le monde voulait que la vérité éclate au grand jour ce soir. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons fondre dans le verre de quelqu'un. Mon père s'est raclé la gorge et a dit, peut-être qu'on devrait tous se calmer. Je l'ai regardé et j'ai souri froidement. Très drôle. Personne ne voulait se calmer quand il m'applaudissait pendant qu'on m'excluait de la famille. Marion a finalement arraché le dossier des mains de Maxime. Il a essayé de le récupérer, mais elle s'est levée et s'est éloignée de lui, tournant la première page, puis la deuxième. Son visage a changé plus lentement que le sien, mais en pire. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait à du chagrin se durcissant pour devenir de la rage. Elle a regardé la demande de prêt, puis le mail de la banque, puis la capture d'écran du SMS de Maxime. Ne sois pas dramatique.
Ce n'est que de la paperasse. La famille est là pour s'entraider. Marion a chuchoté, tu m'avais dit que Camille avait proposé de nous aider. Maxime n'a rien dit. Elle a tourné une autre page. Celle-ci montrait un prélèvement d'un hôtel à Megève, noté comme « frais de représentation client » sur un tableau de notes de frais professionnels. À côté, il y avait la capture d'écran d'un message d'une femme nommée Chloé, disant que cela lui manquait de ne plus se réveiller à ses côtés. La main de Marion a volé à sa bouche. Quelqu'un a halté. Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise et a chuchoté « Camille, pourquoi amènes-tu ça ici ?» Je l'ai regardé. Parce qu'il m'a amené ici pour m'humilier. Moi, j'ai juste apporté les preuves. Maxime s'est jeté vers le dossier, mais Marion a de nouveau reculé. Ses yeux étaient embués de larmes maintenant, mais sa voix était tranchante. Tu avais dit que Megève, c'était pour un séminaire de concessionnaire. Il est devenu rouge et a hurlé, c'est privé. J'ai répondu, chaque virement bancaire que j'ai fait pour empêcher cette famille de s'effondrer l'était aussi. Chaque appel tard le soir pour me demander de réparer une autre catastrophe l'était aussi. Chaque insulte que tu as proférée dans mon dos tout en dépensant mon argent l'était aussi. Mais la vie privée ne semble avoir d'importance que lorsqu'elle te protège. Maxime m'a pointé du doigt, ses mains tremblantes. Tu es folle. Tu as tenu des registres sur ta propre famille. Je me suis adossé à ma chaise. Non, Maxime. J'ai tenu des registres sur des gens qui n'arrêtaient pas de se faire appeler la famille tout en me traitant comme un fonds d'urgence sur pattes. Sa femme a continué à lire. Ma tante fixait la table. Mes cousines fuyaient mon regard. Les mêmes personnes qui avaient applaudi quelques minutes plus tôt avaient maintenant l'air de vouloir disparaître dans le papier peint. Et Maxime, l'homme qui s'était levé devant tout le monde pour déclarer que je n'étais plus à ma place, était soudainement piégé dans la mise en scène qu'il avait lui-même créée. Il voulait un public. Il en a eu un. Il voulait que tout le monde me voie m'effondrer. Au lieu de cela, il le regardait s'effondrer, lui. À cet instant, mon frère, l'homme qui venait d'annoncer mon exil comme s'il s'agissait d'un jeu de société de Noël, faisait face au secret qu'il pensait que personne n'aurait jamais le courage de nommer. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'à quelqu'un qui partage votre sang peut aller avant de cesser complètement de vous faire l'effet d'un membre de la famille? Pour comprendre pourquoi ce dossier existait, il faut comprendre que je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de détruire ma famille. J'ai passé des années à essayer de la maintenir à flot. J'étais la petite dernière, la fille discrète, celle qu'on oubliait jusqu'à ce qu'on ait besoin de réparer quelque chose. Maxime était l'enfant roi avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Quand nous étions enfants, s'il cassait une lampe, c'était parce qu'il débordait d'énergie. Si j'oubliais de sourire lors d'une fête de famille, j'étais malpoli. S'il ratait un examen, c'était que le prof n'avait pas compris son potentiel. Si j'avais 20/20 partout, mes parents disaient « Eh bien, c'est juste Camille ». Elle a toujours été sérieuse. Sérieuse est devenu le mot qu'il utilisait à chaque fois qu'il voulait me refiler un fardeau avant de s'éloigner. Je suis parti de chez moi à 18 ans avec 2 valises, une lettre de bourse et moins de 400 € sur mon compte courant. J'ai étudié à l'université de Lyon, j'ai travaillé de nuit dans une pharmacie, j'ai bossé le week-end dans un café, et j'ai appris très tôt que personne ne viendrait me sauver. Je ne leur en ai pas voulu au début. J'en étais fier. J'ai construit ma vie facture impayée après facture impayée, service de nuit après service de nuit, examen après examen. À 33 ans, j'étais analyste senior en conformité pour une entreprise de logiciels de facturation médicale à Lyon. Ce n'était pas très glamour, mais j'étais doué pour ça. Je savais lire des formulaires. Je savais repérer les chiffres manquants, les fausses dates, les signatures trafiquées, les frais étranges, et les petits mensonges minuscules que les gens pensent que personne ne remarquera. Cette compétence payait mon loyer, mes courses, et m'a finalement permis de vivre dans un petit appartement avec mon chat roux, Noisette, et une vue sur les lumières de la ville si je me penchais assez par la fenêtre de ma chambre. Ma famille aimait décrire ma vie comme « facile » parce que j'étais célibataire. Pas de mari, pas d'enfant, pas de grande maison en banlieue. Dans leur esprit, cela signifiait que mon temps, mon argent et mon énergie n'attendaient qu'à être réclamés. La première fois que j'ai aidé, c'était vraiment une urgence. Mon père a eu un reste à charge médical important après des complications liées au diabète, et ma mère m'a appelé en pleurant depuis le parking de l'hôpital. J'ai viré 2000 € avant même qu'elle ait terminé sa phrase. Un mois plus tard, leur chaudière est tombée en panne pendant une vague de froid à Bron. J'ai payé la réparation.
Ensuite, ma mère a accumulé des dettes sur ses cartes de crédit après s'être laissée emporter par les achats du Black Friday. Elle a dit qu'elle avait honte. J'ai payé les soldes minimums pour arrêter les pénalités de retard. Maxime a eu besoin d'aide avec son assurance après un accident de voiture dont il jurait ne pas être responsable. J'ai aidé. Ma cousine avait besoin d'un ordinateur portable pour son BTS. Je l'ai acheté. Une fuite sur le toit, des frais dentaires non remboursés par la mutuelle, une mensualité de prêt immobilier manqué, un pneu crevé, une cagnotte pour des cadeaux de Noël, des dépassements d'honoraires médicaux, un soi-disant prêt à court terme pour le business de revente en ligne de Maxime. C'était toujours urgent. C'était toujours temporaire. C'était toujours la famille. Et d'une manière ou d'une autre, le temporaire a fini par durer 5 ans et demi. Je tenais un tableau Excel non pas parce que je planifiais une vengeance, mais parce que les chiffres me permettaient de ne pas devenir folle. Quand quelqu'un vous traite d'égoïste après que vous avez payé sa facture d'électricité, vous commencez à avoir besoin de preuves que la réalité s'est bien produite. 97 400 €. C'était la somme que j'ai obtenue lorsque j'ai finalement tout additionné. 97 400 € en virement bancaire, application de paiement, facture directe, paiement de carte de crédit, prime d'assurance, réparation d'électroménager, frais médicaux et sauvetage de dernière minute. Et ce n'était que les transactions que je pouvais vérifier. Je n'ai jamais demandé à être vénéré pour ça. Je n'ai même pas demandé à être remboursé la plupart du temps. Je voulais seulement qu'il arrête d'agir comme si mon aide était automatique. Mais la gratitude, dans ma famille, avait une date de péremption. Les premières fois, ils ont dit merci. Ensuite, ils ont dit, on savait qu'on pouvait compter sur toi. Puis, ils ont dit, tu as de la chance d'en avoir les moyens. Puis, ils ont complètement arrêté de dire quoi que ce soit. Maxime était le pire. Il adorait poster sur les réseaux sociaux sur le travail acharné, la loyauté, le leadership masculin et le fait de faire passer sa famille en premier. Il faisait des vidéos debout à côté de voitures bien lustrées dans la concession où il travaillait, parlant d'ambition comme s'il l'avait inventée. Mais en coulisses, il m'envoyait des messages à minuit pour me demander 900 € pour couvrir une erreur de fournisseur, ou 1500 € parce qu'un prélèvement de carte de crédit était passé plus tôt que prévu, ou 3000 € parce qu'il avait l'opportunité d'acheter du stock pour une vente flash de Noël. Il appelait ça « investir dans la famille ». J'appelais ça une hémorragie lente. Malgré tout, je continuais à aider parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Les bonnes sœurs, les bonnes personnes. Chaque fois que je sentais la colère monter, je la ravalais et je me disais que l'amour était censé être patient. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que la patience sans limite ne ressemble pas à de l'amour pour des gens qui veulent vous utiliser. Cela ressemble à une permission. J'étais restée silencieuse pendant si longtemps que mon silence était devenu une ligne de leur budget. Mais quand j'ai finalement arrêté, tout l'édifice a commencé à se fissurer. Le début de la fin est arrivé 3 mois avant Noël, un mardi matin. J'étais dans mon bureau en train de réviser des rapports de facturation signalés, quand Maxime m'a envoyé un lien vers une annonce pour un entrepôt en périphérie de Lyon. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste, c'est le bon. Appelle-moi quand tu as un moment. J'ai attendu la pause déjeuner et je l'ai appelé depuis ma voiture. Il était excité de cette façon rapide et haletante qu'il prenait toujours lorsqu'il avait déjà dépensé l'argent dans sa tête. Il a dit qu'il avait un plan pour développer son activité de revente pour les fêtes. Stocker de l'électronique, des accessoires automobiles, des baskets en édition limitée, des coffrets cadeaux de luxe, toutes les choses que les gens achètent en panique sur Internet entre le Black Friday et le réveillon de Noël. Il a dit que le boulot à la concession était sympa, mais qu'il construisait quelque chose de plus grand. Ensuite, il m'a dit qu'il avait besoin d'un prêt commercial de 58 000 € et qu'il avait besoin que je sois co-emprunteuse et garante parce que mon dossier bancaire était bien meilleur. J'ai dit non avant même qu'il n'ait fini ses explications. Pas, peut-être, pas, laisse-moi y réfléchir. Non. Il y a eu un silence au bout du fil, puis il a ri comme si j'avais fait une blague. Allez, Camille. J'ai dit, je suis sérieuse. Je ne signe rien. Il m'a dit que je faisais un drame. Je lui ai demandé de m'envoyer les documents. Il a hésité. C'était le premier signal d'alarme. Quand il a fini par l'envoyer, j'ai compris pourquoi. Ses dettes étaient pires que ce qu'il avait admis. Il y avait des mises en demeure du fisc, des cartes de crédit au plafond, des retraits d'épaisse étranges, et des dépenses professionnelles qui ne correspondaient pas du tout aux revenus dont il se vantait en ligne.
Il y avait aussi des frais notés comme des repas d'affaires qui ressemblaient étrangement à des week-ends personnels à l'extérieur. Je lui ai dit que je ne pouvais pas associer mon nom à ça. Il a dit, « Tu veux dire que tu ne le veux pas ?» J'ai répondu, « Exact, je ne veux pas. » C'est là que sa voix a changé. Il a dit que j'avais toujours cru que j'étais supérieur à lui. Il a dit que j'aimais le voir galérer. Il a dit que ça devait faire du bien, assis seul dans mon appartement avec mon chat, de juger les gens qui, eux, avaient fondé une vraie famille. Celle-là a fait plus mal que je ne l'aurais voulu. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était familier. Ma famille utilisait ma vie de célibataire contre moi depuis des années. Lors des dîners, ils plaisantaient en disant que j'avais des revenus disponibles parce que personne ne m'aimait assez pour m'épouser. Aux anniversaires, ils disaient que j'avais de la chance de pouvoir faire la grasse matinée parce que je n'avais pas d'enfant. Quand je rentrais tard du travail, ils disaient que je fuyais mes vraies responsabilités. Quand je m'achetais un truc sympa, ils disaient, ça doit être sympa d'avoir les moyens. Mais quand ils avaient besoin d'argent, soudain, ma vie vite devenait une ressource d'utilité publique. Après mon refus pour le prêt, Maxime s'est mis au travail. Il n'a pas hurlé en public au début. Il était plus intelligent que ça. Il a nourri la famille de petites histoires. Camille a changé. Camille pense qu'elle est trop bien pour nous. Camille me punit parce que j'essaie enfin de réussir. Camille ne comprend pas le sens du sacrifice familial. Dans la conversation de groupe, il publiait des citations vagues sur le fait de couper les ponts avec les personnes toxiques. Ma mère a commencé à répondre à mes messages par des monosyllabes. Mon père a arrêté d'appeler. Mes tantes, qui avaient joyeusement accepté de l'argent de ma part pour les fêtes l'année précédente, se sont soudainement mises à publier des posts sur les proches cupides qui oublient d'où ils viennent. Au début, j'ai essayé de m'expliquer. Puis j'ai réalisé que les explications ne fonctionnent qu'avec les gens qui vous comprennent mal par accident. Eux, ils me comprenaient mal exprès. 2 semaines avant Noël, ma mère a appelé pour me dire qu'il y aurait un dîner de famille chez eux à Bron. Sa voix était trop prudente. J'ai demandé si Maxime serait là. Elle a répondu, bien sûr, puis a ajouté, nous voulons juste que tout le monde soit honnête cette année. C'est là que j'ai su que quelque chose se préparait. Je ne savais pas quels mots exacts Maxime utiliserait, mais je connaissais la forme de l'attaque. Il voulait mettre la pression. Il voulait des témoins. Il voulait me coincer sous un sapin de Noël, entouré de gens qui avaient déjà été conditionnés pour me voir comme la méchante. Et je crois qu'il avait un dernier objectif. Il voulait m'humilier à tel point que je ramperais pour réintégrer la famille, désespéré de prouver que je n'étais pas égoïste, et que je finirais par signer n'importe quel document qu'il me mettrait sous le nez. Ça avait toujours été sa technique. Me pousser à bout jusqu'à ce que je me sente cruel, puis attendre que je répare les choses avec de l'argent. Mais cette fois-ci, pendant qu'il rassemblait la famille, moi, je rassemblais des preuves. J'ai sorti mes relevés bancaires. J'ai téléchargé des confirmations de virement. J'ai sauvegardé des SMS. J'ai imprimé des emails. J'ai demandé des copies à la banque. J'ai vérifié les dates, les montants, les messages, les reçus et les documents fiscaux. J'ai tout organisé avec des intercalaires, parce que le chaos était la façon dont ils me contrôlaient, et l'ordre serait la façon dont j'allais leur survivre. Le matin de Noël, le dossier reposait dans mon sac comme une pierre. Lourd, silencieux, définitif. Il pensait que m'exclure effacerait le problème. Il n'avait aucune idée que j'entrais dans cette maison avec chaque secret qu'il voulait enterrer. Marion continuait de tourner les pages pendant que Maxime lui disait d'arrêter, ce qui ne faisait que donner envie à tout le monde d'en savoir plus. C'est ça la beauté de la vérité. Une fois qu'elle prend un peu l'air, elle ne retourne pas sagement dans l'obscurité. Le dossier comportait 6 parties, chacune étiquetée en lettres noires très claires, parce que je voulais que personne ne puisse faire semblant d'être confus. Le premier onglet était « La piste financière ». Il montrait chaque paiement vérifié que j'avais effectué pour la famille en 5 ans et demi. 97 400 €. Pas des suppositions, pas des émotions, des dates, des montants, des bénéficiaires et des motifs. 2800 € pour le reste à charge de l'hôpital de mon père. 4100 € pour la chaudière, 12 000 € de paiement de carte de crédit pour ma mère après 3 périodes de fête qu'elle disait « stressantes ». 800 € pour la réparation de la voiture de ma tante. 1600 € pour l'ordinateur et les livres de cours de ma cousine. 7000 € de virements éparpillés à Maxime, étiquetés, stock, assurance, remboursement client, prêt express,
truc pour les impôts, urgence, et mon préféré, temporaire. Rien dans ma famille n'était plus permanent qu'un prêt temporaire. Le deuxième onglet était « Les demandes ». Des captures d'écran de messages remplissaient les pages. Tu peux avancer ça jusqu'à vendredi? S'il te plaît, ne le dis pas à papa. Je jure que je te rembourserai. Tu sais que Maxime est sous pression. Tu n'as pas d'enfant, tu ne comprends pas à quel point la vie coûte cher. Un message de ma mère disait « Tu es la seule à pouvoir sauver Noël cette année ». Un autre de Maxime disait « Ne m'oblige pas à supplier. Ça fait pitié ». J'avais fixé cette ligne pendant un long moment en l'imprimant. Il n'avait aucun problème à me faire payer, mais il détestait devoir demander. Le troisième onglet était « Les mensonges ». C'est là que la pièce a commencé à se retourner contre lui. J'avais des captures d'écran d'un groupe de discussion privée sur les réseaux sociaux que quelqu'un m'avait envoyé des mois plus tôt, car même les gens qui ne vous aiment pas n'aiment pas toujours faire partie d'un mensonge. Maxime m'avait appelé « un petit compte en banque solitaire ». Il écrivait que j'aimais me sentir indispensable parce que je n'avais pas de mari. Il disait que si la famille s'y prenait bien, je craquerais et j'aiderais parce que je le faisais toujours. Ma tante Béatrice a mis la main devant sa bouche en lisant cette phrase. Peut-être parce qu'elle avait commenté avec des émojis qui pleurent de rire juste en dessous. Ma cousine Léa fixait le sol. Elle faisait partie de ceux qui avaient applaudi quand Maxime avait dit que je n'étais plus de la famille. Elle avait aussi utilisé l'ordinateur que je lui avais acheté pour finir ses études d'infirmière. Le quatrième onglet était « La fraude bancaire ». C'était celui que Maxime redoutait le plus. Il incluait la demande de prêt bloqué par la banque, la signature falsifiée, le mail de la banque me demandant de confirmer si j'avais autorisé l'utilisation de mon nom, et ma réponse écrite attestant que ce n'était pas le cas. Mon père a fini par lever les yeux et a dit « Maxime, dis-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être ». Maxime a craqué « Ne te mêle pas de ça ». Cette réponse valait pire qu'une confession. Le cinquième onglet était « Les problèmes fiscaux ». Je n'avais rien inclus d'illégal que je ne pouvais pas prouver, seulement les documents en ma possession, des dépenses professionnelles qui ne correspondaient à aucune activité, des frais personnels déguisés en repas clients, une grosse déduction liée à un stock qui, selon le mail du fournisseur, n'avait jamais été acheté. J'ai dit calmement, je ne suis pas le fisc, mais si j'ai repéré ces schémas en un week-end, un inspecteur dont c'est le métier trouvera bien pire. Maxime avait l'air de vouloir vomir. Puis Marion a atteint le sixième onglet. Megève. La première page était un reçu d'hôtel. La deuxième était une facture de restaurant. La troisième était une capture d'écran d'un message de Chloé disant « La prochaine fois, dis-lui que le séminaire dure plus longtemps ». Marion a cessé de respirer pendant une seconde. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Sa main est retombée le long de son corps, tenant toujours la feuille. Puis elle a regardé Maxime. Pas avec la douleur d'une femme entendant une rumeur, mais avec l'horreur glaciale de quelqu'un lisant une preuve irréfutable. Elle a demandé « Depuis combien de temps ?» Maxime a balbutié « Marion, pas ici ». Elle a eu un petit rire sec qui s'est brisé net. « Pas ici ? Ça ne te dérangeait pas de laisser ta sœur se faire détruire ici. Ça ne te dérangeait pas de tous nous laisser applaudir pour ça ici, mais maintenant ta vérité a besoin d'intimité ?» Ma mère a chuchoté que ça allait trop loin. J'ai répondu « Non, c'est allé trop loin depuis des années. C'est juste la première fois que la bonne personne se sent mal à l'aise. » Maxime s'est alors retourné contre moi, le visage déformé par la haine. Fini le charme. Tu voulais ça. Tu voulais me ruiner. J'ai répondu « Non, Maxime, tu t'es ruiné tout seul. J'ai juste fait des photocopies. » Cette réplique est tombée sur la table comme une autre assiette fracassée. Il a regardé autour de lui, s'attendant peut-être à ce que quelqu'un le défende, mais personne n'a bougé. C'est à ce moment-là que j'ai vu sa vraie peur. Ce n'était pas de perdre de l'argent. Ce n'était même pas de perdre Marion. C'était de perdre le contrôle du récit. Il avait construit toute sa vie sur le fait d'être cru sur parole et de n'être jamais remis en question. Mais le dossier ne le flattait pas. Il ne pliait pas. Il se contentait d'exister. Marion le regardait comme si l'homme à ses côtés avait été remplacé par un inconnu portant son visage. Et tous les autres ont commencé à comprendre que ce qu'il appelait la loyauté familiale n'était devenu rien de plus que de la cupidité avec de bonnes manières. Quand le mensonge devient la fondation d'une famille, combien d'amour reste-t-il vraiment debout ? Pendant quelques secondes après que Marion a demandé « Depuis combien de temps ?»,
Personne n'a parlé. Maxime a ouvert la bouche, l'a refermée, puis m'a regardé avec une haine pure. Je connaissais ce regard. C'était le regard qu'il me lançait quand je cessais d'être utile. Il a dit, « Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. » J'ai répondu, « Je me rends exactement compte de ce que j'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait devant témoin. » Mon père a frappé du poing sur la table et m'a dit que ça suffisait. Je me suis tourné vers lui lentement. Ça suffisait quand j'ai dit non pour le prêt et que Maxime a essayé d'utiliser mon nom quand même. Ça suffisait quand maman a pris mon argent et l'a laissé me traiter d'égoïste. Ça suffisait quand vous avez tous voté pour me virer d'une famille que je finançais discrètement depuis des années. Ma mère s'est alors mise à pleurer, mais ses larmes ne m'ont pas touché comme avant. C'était nouveau ça. Pendant la plus grande partie de ma vie, les larmes de ma mère agissaient comme un interrupteur. Elle pleurait et je m'excusais. Elle pleurait et je payais. Elle pleurait et je me faisais toute petite pour que la pièce retrouve son calme. Mais ce soir-là, quelque chose en moi est resté de marbre. Elle a dit, « Camille, nous avons fait une erreur. Nous étions en colère. Ça n'a pas à gâcher Noël. » J'ai regardé la table, la bûche que personne ne mangeait, les verres de vin, les sacs cadeaux entassés sous le sapin, et toutes ces décorations censées donner un air chaleureux à la cruauté. Puis j'ai dit, « Tu as raison. Ça n'a pas à gâcher Noël. Ça met juste fin à ma participation. » J'ai plongé à nouveau la main dans mon sac et j'ai sorti une deuxième enveloppe. Maxime a carrément tressailli. C'est peut-être la chose la plus satisfaisante que j'ai vue de toute la soirée. Ma tante Sylvie a chuchoté, « Qu'est-ce ce que c'est que ça ?» Je l'ai posé sur la table et l'ai fait glisser vers mes parents. « Ça, ce ne sont pas des preuves, » ai-je dit. « C'est un préavis. » Mon père l'a ouverte en premier. Ses sourcils se sont froncés en lisant. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule et ses pleurs se sont arrêtés presque instantanément. À l'intérieur, il y avait des copies des modifications que j'avais déjà effectuées. Je m'étais retiré de la liste des contacts d'urgence de mes parents. J'avais révoqué la procuration médicale limitée que ma mère m'avait convaincu de signer après l'hospitalisation de mon père. J'avais changé le bénéficiaire de mon assurance vie. J'avais supprimé toutes mes coordonnées bancaires enregistrées pour les factures de la famille. J'avais alerté ma banque et la Banque de France d'une possible usurpation de mon identité. J'avais bloqué le petit virement automatique qui tombait sur le compte de mes parents tous les mois, celui qu'il appelait l'aide pour les courses, même si la moitié du temps ça couvrait les conneries de Maxime. Et j'avais envoyé une déclaration écrite à la banque affirmant que je n'autorisais, n'approuvais, ne garantissais ni ne soutenais aucun prêt impliquant Maxime. Ma mère a levé les yeux vers moi comme si je l'avais giflé. « Tu nous ferais vraiment ça à nous ?» J'ai répondu, « Non, je fais ça pour moi. » Il y a une différence. La voix de mon père était basse et en colère. « Après tout ce qu'on t'a donné. » J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste demandé, « Qu'est-ce ce que vous m'avez donné exactement, ce soir ?» Silence. Maxime a dit que j'étais rancunière. Marion, tenant toujours les pages de Megève, a dit « Tais-toi, Maxime ». Il l'a dévisagé comme si elle l'avait trahi, ce qui était presque drôle vu ce qu'elle venait de lire. Ma cousine Léa a finalement pris la parole depuis le bout de la table. « Camille, tu as vraiment payé pour mon ordi et mes cours ?» Je l'ai regardé. Oui. Son visage s'est décomposé. Je ne savais pas, j'ai dit, je sais que c'était une partie du problème. Il prenait mon aide en privé, puis te laissait me détester en public. Cette phrase a eu un effet que les cris n'auraient pas pu avoir. Elle a traversé la pièce et a pesé sur chaque personne présente. Ma mère a essayé une dernière fois. Sa voix s'est adoucie pour prendre le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Ma chérie, on pourra parler de ça demain. On pourra arranger ça. On reste ta famille. » Je me suis levé. Mes genoux ne tremblaient pas, ce qui m'a surprise. J'avais imaginé ce moment tant de fois et je pensais que je tremblerais, que je pleurerais, ou que je m'excuserais peut-être par habitude, mais je me sentais lucide. Pas heureuse, pas cruelle, juste lucide. J'ai enfilé mon manteau et j'ai enroulé mon écharpe autour de mon cou. Maxime a dit, « Si tu passes cette porte, ne reviens pas », je l'ai regardé. C'était bien l'objectif. Mon père a prononcé mon nom une fois, en guise d'avertissement. Ma mère a chuchoté que je lui brisais le cœur. J'ai répondu, non, je te le rends. Tu peux en faire ce que tu veux maintenant, mais tu n'as plus le droit d'utiliser le mien.
Puis j'ai regardé Maxime une dernière fois. Tu ne m'as pas renié ce soir. Tu as juste annoncé ce que vous faisiez déjà depuis des années. La différence, c'est que maintenant, je suis d'accord. Je leur ai souhaité un joyeux Noël, j'ai pris mon sac et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Derrière moi, Marion a commencé à poser à Maxime des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Ma mère s'est remise à pleurer. Quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre de s'asseoir. Un verre s'est renversé. La maison qui m'avait semblé si chaleureuse en y entrant résonnait soudain comme une pièce pleine d'inconnus se disputant l'addition après que la personne qui payait toujours soit partie. Dehors, la neige tombait en nappes douces et silencieuses. J'ai quitté le perron sans me retourner. Pour la première fois de la nuit, je pouvais respirer. S'en aller était-il égoïste, ou était-ce la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite pour moi-même? La première nuit après le dîner de Noël, mon téléphone est resté silencieux. Je pense qu'il était trop sous le choc pour essayer de me joindre tout de suite. Le deuxième jour a été calme aussi. Au troisième jour, la vieille machine s'est remise en marche. Ma mère a appelé 6 fois et a laissé un message vocal. Sa voix était petite, blessée, soigneusement modulée pour me faire passer pour la méchante. Elle a dit, nous étions tous bouleversés, mais dans les familles, on dit des choses qu'on ne pense pas, elle n'a pas mentionné le vote. Elle n'a pas mentionné les applaudissements. Elle n'a pas mentionné Maxime essayant d'utiliser mon nom pour un prêt. Elle a seulement dit que Noël était gâché et que mon père n'arrivait plus à dormir. Ensuite, mon père a envoyé un texto, tu as prouvé ce que tu voulais. Appelle ta mère. Maxime m'a envoyé un message depuis un numéro que je n'avais pas encore bloqué. Tu es fier de toi. Marion est partie chez sa sœur. Mon boulot me pose des questions. J'espère que ça en valait la peine. J'ai fixé ce message pendant un long moment et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ni culpabilité, ni joie, juste de la distance. Comme si je lisais la météo d'une ville où je n'habitais plus. Une semaine plus tard, Marion m'a envoyé un seul message. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tout ce qu'il y avait dans le dossier était vrai. J'ai pris un avocat. Merci d'avoir dit la vérité quand personne d'autre ne le faisait. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement écrit « J'espère que tu es en sécurité ». Elle a répondu « Je le suis maintenant ». Ce message m'est resté en mémoire. À la nouvelle année, les conséquences avaient commencé à frapper là où il le fallait. La concession de Maxime l'a placé sous enquête interne après qu'un client s'est plaint d'une irrégularité de financement et que quelqu'un a fait le lien avec l'histoire du prêt. Son business de revente de Noël s'est effondré quand ses fournisseurs ont cessé de lui faire crédit. Les vidéos léchées ont disparu de ses réseaux sociaux. Fini les légendes de motivation. Fini les discours sur la famille avant tout. Fini les photos à côté de voitures qui ne lui appartenaient pas. Marion a demandé la séparation, puis le divorce. Mes parents ont essayé de se faire passer pour des victimes, mais sans mon aide mensuelle, leurs finances ont vite révélé la vérité. Les mensualités de la maison étaient en retard. Les dettes de carte de crédit étaient pires que ce que je pensais. Les urgences n'avaient jamais été des urgences. C'était un mode de vie fondé sur le silence de quelqu'un d'autre. En janvier, ma mère m'a envoyé une lettre par la poste, 3 pages. La première page exprimait des regrets. La deuxième, de la culpabilité. La troisième était une demande d'argent. Elle a dit qu'il n'avait besoin d'aide qu'une dernière fois. Elle a dit que la santé de mon père était fragile. Elle a dit que Maxime avait tellement perdu. Elle a dit, on est du même sang quand même. J'ai plié la lettre, je me suis assise avec pendant quelques minutes, et je me suis autorisé à ressentir cette vieille attirance, l'instinct de la fille, de la sœur, de la bonne poire, cette part de moi entraînée à tout réparer avant même que quiconque n'ait à s'excuser. Puis j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai jeté la lettre à la poubelle. Ce bruit, le papier heurtant le fond de la poubelle, m'a semblé plus doux qu'une vengeance et plus fort qu'un pardon. C'était le son de la liberté. 2 mois plus tard, j'ai accepté une mutation à Nantes. Les gens pourraient dire que j'ai fui, mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Fuir, c'est ce qu'on fait quand la peur nous poursuit. Moi, je marchais vers une vie où la peur n'était plus invitée. J'ai trouvé un petit appartement baigné par la lumière du matin, avec assez d'espace pour que Noisette puisse s'asseoir à toutes les fenêtres, et des voisins qui ne connaissaient pas mon histoire familiale. J'ai commencé une thérapie. Une vraie thérapie. Pas le genre où l'on y va une fois pour dire qu'on va bien.
Le genre où l'on admet qu'on a été conditionné pour confondre le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai pris des cours de yoga même si j'étais nul au début. J'ai appris à cuisiner pour une personne sans me sentir seul. J'ai arrêté de sursauter à chaque fois que mon téléphone vibrait. J'ai changé mes mots de passe, mis à jour mes contacts, sécurisé mes accès bancaires et refait mon budget sans la catégorie secrète, urgence familiale. Le silence que ma famille utilisait autrefois pour se moquer de moi est devenu le son le plus rassurant de ma vie. Je ne suis pas devenu cruel. Je n'ai pas arrêté de me soucier des autres. J'ai juste arrêté de donner des allumettes aux personnes qui n'arrêtaient pas de mettre le feu à ma tranquillité. C'est la leçon que j'aurais aimé que quelqu'un m'apprenne plus tôt. Aider sa famille peut être une belle chose, mais l'aide sans le respect devient de l'exploitation. L'amour ne vous oblige pas à détruire votre santé financière, à ignorer votre bien-être, à excuser les mensonges, ou à rester disponible pour des gens qui ne vous appellent famille que lorsqu'ils ont besoin d'accéder à votre portefeuille. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des modes d'emploi indiquant comment on peut entrer dans votre vie. Et parfois, les personnes qui se mettent le plus en colère face à vos limites sont celles qui profitaient le plus du fait que vous n'en aviez pas. Je repense encore à cette table de Noël parfois. Les applaudissements, le dossier, Maxime hurlant quand la première page a révélé la vérité, mais je ne me refais plus le film avec honte. Je le vois pour ce que c'était, la nuit où ils ont essayé de m'exclure de la famille et où ils m'ont accidentellement libéré du rôle qu'ils m'avaient forcé à jouer. Les liens du sang peuvent connecter les gens, mais ils ne donnent à personne le droit de vous vider de votre substance. Si le fait de vous protéger fait de vous le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, laissez-les l'écrire ainsi. Vous avez toujours le droit de choisir la paix. Vous avez toujours le droit de dire non. Vous avez toujours le droit de construire une vie où la gentillesse n'est pas utilisée comme une laisse. Pour la première fois depuis des années, je ne survis plus aux gens qui prétendent m'aimer. Je vis au-delà d'eux.